Merci. Alors, d'abord, je vais commencer par un petit mot personnel de félicitations adressé à Jacques pour le travail très précieux et très précis qu'il a réalisé autour de Debré. Te remercier aussi de m'avoir invité aujourd'hui, mais plus profondément en fait à découvrir ce travail-là et à te lire. Et ma proposition ce matin, c'est en fait une tentative ou une proposition de récit autour de la rencontre entre le travail que j'ai lu et que tu as fait, et puis mon travail en tant qu'anthropologue. Et c'est de ça dont je vais vous parler. Alors, ce travail sur Debré porte autant sur une œuvre, l'œuvre d'un peintre, que sur son voyage dans l'histoire, le voyage dans l'histoire de cette œuvre, de ces œuvres, et en particulier l'histoire brésilienne. Donc 2 siècles d'histoire, ça a été évoqué, hein, eux-mêmes précédés par une histoire qui reste aujourd'hui largement impensée. Donc il s'agit de voyages de la France jusqu'au Brésil, bien sûr, d'une colonie en perte à un moment donné de son histoire à une nation en construction, d'un jacobinisme promis à une peinture d'atelier de la cour que tu nous décris et nous expliques, et qui s'invitera aussi à devenir un atelier de la rue, pour reprendre ton expression. D'une histoire coloniale aussi à une histoire postcoloniale, toutes deux édifiées sur des violences destructrices des Indiens, Amérindiens, de l'esclavagisme et plus tard de violences dictatoriales. Voyage d'aquarelle et de dessin réalisés au début du XIXe siècle, à leur reprise, on l'a évoqué, évidemment c'est le sujet du livre et de l'exposition, dans et par l'art contemporain. Donc autant de voyages que d'exil, au sens où tout voyage est un exil, qu'il soit heureux ou malheureux. Et Debré a fait des images, il y a plus de 2 siècles, qui hantent encore le présent. Des images qui ont été d'abord créées, puis, tu l'as rappelé en introduction, refusées, oubliées le long du XIXe, ensuite retrouvées au XXe, diffusées, reproduites, reprises, et revisitées au début du XXIe siècle. Mais finalement, Debré l'avait annoncé dans le titre de son ouvrage, Voyage pittoresque et historique au Brésil. Sa traversée de l'histoire du Brésil est pittoresque au sens où elle relève de la qualité d'une chose à être représentée, une qualité liée à ce qu'elle suscite comme singularité. Autrement dit, et ça va être un peu le cœur de mon propos, une singularité, mais aussi en fait une étrangeté. La question que Jacques pose à l'œuvre de Debré est celle de l'image, du pouvoir de l'image de continuer de nous regarder et de nous questionner par-delà le temps qui passe. Comment les images voyagent-elles à travers le présent? Comment transpercent-elles le présent? C'est pour moi le beau sujet du livre et de l'exposition, qui propose donc d'ouvrir, je te cite, l'atelier contemporain de l'image historique de Debré. Atelier, dis-tu, qui permet la distanciation réflexive à l'égard du matériau imaginaire à retravailler. Car l'art est un combat, je te cite toujours, contre l'illusion d'un accès direct à la chose, comme à l'histoire, à ses monuments ou comme à ses vérités. Alors, cette distance de ce que tu proposes d'appeler donc de l'image historique, donc cette distance de l'image historique par son pouvoir, ou peut-être son appel à être reprise, autrement dit jamais délaissée, et mise au travail par un présent condamné à déconstruire et reconstruire le passé. Donc un contretemps, un anachronisme, qui s'inspire bien sûr de la dialectique benjaminienne de l'image, où la rencontre entre l'autrefois et le maintenant n'est pas, pour reprendre la formule de Benjamin que tu cites, n'est pas de nature temporelle mais figurative. Donc le livre propose de regarder l'œuvre de Debré comme des images historiques, de leur création jusqu'à leur reprise par les artistes brésiliens contemporains. Alors voilà comment on peut bien sûr essayer de faire de l'histoire de l'art, mais aussi, et c'est ce que suggère le livre, en tout cas c'est ce qu'il me suggère, regarder l'histoire en général
et en particulier peut-être celle du Brésil, celle des articulations et désarticulations dialectiques du maintenant des peuples marginalisés avec l'autrefois du système colonial. Ce que me suggère également la lecture de ce livre, et là, il faut me pardonner mon tropisme disciplinaire, c'est un tropisme heureux pour détourner la formule de l'ouvrage de Lévi-Strauss, c'est de ramener ces images historiques à la pratique même de l'anthropologie. Et d'ailleurs, le travail et l'atelier de Ruth Debré m'ont souvent rappelé celui de l'ethnographe, figure comparative de l'artiste anthropologue qui revient plusieurs fois sous ta plume. Comme Debré, l'ethnographe voyage, s'installe dans l'incertitude et l'inconfort du terrain, à la recherche de rencontres, d'histoires, souvent incompréhensibles, et dont parfois la violence touche à ce que Freud nommait l'inquiétante étrangeté du monde. Et qu'il s'agit pour le coup, et pour l'ethnographe, de mettre en texte, et pour le peintre, de mettre en image. Alors, étrangeté, ou tension et inquiétude, qui parcourt donc les 3 tomes qui composent le voyage pittoresque et historique au Brésil de Debré. Je te cite à nouveau. Chacun consacré à l'une des populations constituant la mosaïque sociale et culturelle brésilienne, appelée à faire nation. Donc autant de racines du Brésil que 3 formes d'exil et d'arrachement à l'histoire, dépeintes donc en 3 temps. Le tome 1 est consacré aux Amérindiens, première nation détruite que Debré peint sans les avoir réellement rencontrés, comme un songe, imaginé depuis sa vigie sur le littoral de Rio. Le tome 2 présente, lui, l'industrie du colon brésilien et l'esclavagisme, l'ingéniosité technique et l'exploitation industrielle, l'efficacité de ces systèmes de ségrégation et de violence. Le tome 3, lui, présente les figures de l'élite au pouvoir, essentiellement des exilés portugais, qui tous devront faire avec ce moment de heurt provoqué par la déclaration d'indépendance de 1822. Donc de ce point de vue, et pour te citer encore, l'atelier de Debré est en quelque sorte le laboratoire où il réfléchit, et c'est une idée forte de ton travail, à cette transition politique singulière à laquelle il se trouve, ou il s'est trouvé confronté. Et ce que montrent indéniablement les peintures de Debré, ce sont les absents, les Amérindiens qu'il n'a pas vus, mais aussi les invisibles, les esclaves noirs en particulier, tout comme une élite aristocratique en exil de son pouvoir. Il peint ces 3 moments de ce qu'on pourrait appeler, ou ce que j'appellerais, d'une forme de dramaturgie identitaire brésilienne en construction. Et ce que montre, du coup, pour le coup, c'est les images historiques de Debré, et peut-être continue de nous regarder avec insistance aujourd'hui, c'est l'imbrication de ces 3 histoires et leur actualité, leur contemporanéité. De ce point de vue, l'œuvre de Debré se pose comme une archive dans ce qu'elle consigne d'une histoire en témoignant de la richesse de ce qu'elle transporte jusqu'à nous, contemporains, et comme ressource pour penser le présent. Donc il ne s'agit pas de savoir ce que l'on doit au passé, qui relèverait d'une dette mémorielle, ou même ce qu'on accepte ou refuse du passé, pour une mémoire qui serait le tribunal de l'histoire, mais il s'agit davantage pour moi de ce que peuvent les images, au sens de pouvoir d'action, de l'agency, dans leur force de recomposition mémorielle contemporaine. Et la présentation des artistes brésiliens contemporains qui prennent appui sur les images de Debré les utilise justement dans leur pouvoir d'activation, des tensions et des inquiétudes historiques qu'elles possèdent déjà et avec lesquelles ces artistes entrent en dialogue et en jeu. L'hypothèse serait donc la suivante. Les reprises et recompositions des œuvres de Debré par l'art contemporain viennent actualiser et poursuivre les formes ouvertes et subversives qu'elles contiennent et qui restent encore d'actualité et qui restent donc présentes car encore grandement, parce qu'elles seraient encore grandement impensées. Je te cite, « Le travail de Debré est donc déjà en soi une relecture,
l'affirmation d'un monde et sa mise en question. C'est sans doute cela qui fait que ces images ouvrent une sorte de tremplin pour d'autres relectures. Alors, en suivant plusieurs de ces artistes, tu décris différentes formes de mise en tension et en dialogue des toiles de Debré. D'abord celle, première figure importante de l'anachronisme joué, où des situations dépeintes sur des fonds historiques, amérindiens, esclavagistes, religieux ou coloniaux, se voient revisitées par d'autres personnages ou situations déplacées. Les esclaves prennent la place des maîtres, les descendants des ascendants, l'animisme technologique, celui des esprits animaux. D'autres artistes désamorcent la violence des peintures de Debré en transformant des fonctionnalités dévolues aux esclaves à celles aujourd'hui confiées à des objets, porteurs de maîtres devenus chaises, ou même pour jouer, Playmobil serviteurs. Ailleurs, il s'agit de la carnavalisation des images issues du passé colonial, ou parfois de décorer ces intérieurs contemporains avec les restes d'une violence historique, domestiquée, arrivée à vivre en paix avec des images, des t-shirts, des toiles, des objets souvenirs, faites de la violence du travail des esclaves, mais qui seraient potentiellement regardés comme un lointain souvenir, peut-être exotique ou en tout cas apaisé, peut-être aussi prêt à consommer. La question donc qui a été posée et qui est posée par ce travail, cette exposition et ce livre, c'est donc de savoir s'il s'agit de détournement ou de retournement ou de déplacement, ou plutôt d'art qui permettrait de continuer de penser la contemporanéité du passé. Un passé au travail, encore là, non dissipé, non digéré, encore présent. Une situation que l'on peut nommer postcoloniale, qui parfois joue autant de la ressemblance que de la dissemblance. Et toutes deux interrogent, pour moi, l'étrangeté d'images qui superposent le temps, celui de Debré avec celui des artistes contemporains, deux temps a priori différents, mais qui vont ensemble. Donc il y a là un jeu assumé et paisible avec les ancêtres et les fantômes de l'histoire, reconnus, et en même temps revisité, transformé, pour le dire différemment, défié. Donc face à quel geste nous place cette exégèse des images historiques de Debré par ces artistes contemporains? Face à un processus qu'on pourrait nommer l'appropriation. L'occurrence revient à 4 reprises dans ton ouvrage. J'ai fait une recherche simplifiée. L'appropriation, mais précisément dans un sens opposé à celui qu'une partie de la critique postcoloniale entend aujourd'hui par le terme d'appropriation, que par le terme d'appropriation culturelle. Puisqu'il ne s'agit pas ici, dans ce travail-là, de l'acceptation d'un élément d'une culture étrangère ou minoritaire par une autre, de l'accaparation, pardon, d'un élément d'une culture étrangère ou minoritaire par une autre en position de domination. Il est plus intéressant de voir l'appropriation dans sa dimension fondamentalement anthropologique, comme construction du soi en tant qu'autre. Il s'agirait donc de prolonger et d'accompagner l'inquiétante étrangeté du monde présente dans les images de Debré par leur reprise et par leur transformation. J'envisagerais de ce point de vue-là ce geste d'appropriation comme un geste de traduction au sens où l'a défini, ou l'a proposé Talal Assad, c'est-à-dire comme un exercice même de traduction qui nous renvoie, selon Assad, à la pratique ethnographique, où l'anthropologie compare pour traduire. Les concepts étrangers déforment et subvertissent le dispositif conceptuel du traducteur lui-même. Autrement dit, traduire, c'est installer dans l'espace de l'équivoque
c'est s'installer, dans l'espace de l'équivoque et l'habiter. C'est communiquer par la différence. Pour le dire encore différemment, c'est rentrer dans un processus d'absorption des mots de l'autre qui transforme le langage du traducteur comme sa culture. Absorption, digestion, déglutition, c'est rejoindre là, évidemment, on l'a évoqué dès ce matin, la posture du manifeste anthropophage qui propose de manger la culture colonisatrice européenne dans un processus de dévoration esthétique et politique pour s'approprier la force de son ennemi et fonder positivement une culture brésilienne riche des forces de ses ancestralités comme de ses blessures. Donc l'anthropologie comme anthropophagie. Dans ses travaux, Eduardo Viveiros de Castro donnera toute la mesure à ce modèle d'économie prédatoire de l'altérité, comme, vous connaissez certainement le travail, ce qu'il a appelé donc une métaphysique de la prédation. Dans son ethnographie des Arawatés, donc de peuple de langue tupi, il a montré qu'il donne une place importante au cannibalisme posthume. Autrement dit, moment où justement les divinités célestes dévorent les âmes des défunts arrivés au ciel. Et ce cannibalisme mystico-funéraire est originaire de celui des Tupinamba, qui pratiquaient justement un système de capture, d'exécution et de dévoration cérémonielle de leurs ennemis, souvent de la même langue, après un temps aussi de vie partagé avec eux au village, un temps de soins, un temps de repas, un temps qui allait jusqu'aux alliances avec les femmes de leur propre groupe. Puis, donc, on les exécutait sur une place centrale avant de les dévorer. La thèse de Viveiros de Castro, c'est que précisément cette transformation, la transformation que le cannibalisme divin arawaté imposait au cannibalisme humain, ne portait pas sur le contenu symbolique de cette pratique ou de sa fonction sociale, mais sur un glissement pragmatique, autrement dit une torsion ou une translation de perspective qui affectait les valeurs et les fonctions de sujet et d'objet, de moyens et de fins, de soi à autrui. Pour le dire différemment, ce qui est incorporé, dévoré dans l'autre, dans l'ennemi, c'est le transfert du je, JE, vers l'autre, pas réellement l'autre, car il s'agit d'un cannibalisme rituel, la chair de la victime était consommée de manière insignifiante. Je cite, « Ce que l'on mangeait, c'était la relation de l'ennemi à ses dévoreurs, autrement dit sa condition d'ennemi. Ce que l'on assimilait de la victime, c'était les signes de son altérité, et ce que l'on visait, c'était cette altérité comme point de vue sur le soi. Donc, une dynamique où la construction du soi se fait en tant qu'autre. Et un des enjeux de cette idée, c'est de voir que finalement ce type de pratique a à voir davantage avec la communication, avec le lien, qu'avec la violence. Cette même pratique donc dessine ce qu'il appelle également une zone d'indécernabilité. Autrement dit, une sorte de doute identitaire entre le meurtrier, la victime, le dévoreur, le dévoré, qui inscrit donc la combinatoire rituelle, finalement, et ça c'est une grande idée, dans un processus d'alliance. C'est-à-dire d'une capacité justement de mettre en relation, pour le coup, des éléments hétérogènes constitués de multiplicité. Et la suite de la thèse de Viveiros de Castro, c'est de montrer que justement cette intériorisation cannibale de l'autre est une condition de l'extériorisation du soi. Donc on est dans une logique où le cannibalisme rituel nous met en face d'un processus justement de devenir ennemi qui permet de capturer une puissance d'alliance, de devenir autre.
Une des conclusions de ce texte, c'est justement de montrer, le ramener aussi à nous, à soi, à l'Occident, et en particulier à l'Europe, qu'un des problèmes fondamentaux précisément de la métaphysique occidentale, c'est sa difficulté d'accepter, ou son refus d'accepter, justement, de se penser par l'identification à l'ennemi. Je vais le dire différemment, c'est comme l'identification à l'autre, alors que l'autre est un soi. Justement, difficulté d'accepter de se penser par l'identification à l'ennemi, qui nous met face à une sorte de refoulé, ou d'un refoulé de la violence et de l'autre, qui est toujours tenu à distance, ou dans son inhumanité, ou en tout cas son caractère indigeste. Et s'il y a quelque chose, nous dit Viverio de Castro, qui revient de droit à l'anthropologie, ce n'est certainement pas la tâche d'expliquer le monde d'autrui, mais bien celui de multiplier notre monde, ramener aussi à soi, l'anthropologie comme anthropophagie de ce point de vue-là. Et dit-il également que cette mission de l'anthropologie est justement d'essayer d'être une théorie pratique de la décolonisation permanente de la pensée. Alors cette décolonisation permanente de la pensée, c'est aussi un projet que mène un jeune, si je puis dire, philosophe, anthropologue qui s'appelle Mohamed Amer-Méziane, et qui, justement, dans un livre assez récent, a proposé de plaider pour ce qu'il appelle une métaphysique de la pensée critique. Et le projet consiste à, justement, essayer de comprendre les mondes, la diversité, justement, des mondes. Et pour lui, essayer de comprendre cette diversité des mondes, c'est précisément essayer à chaque fois d'analyser les invisibles, et ce qu'il appelle aussi des zones de trouble, par le biais d'une philosophie qui serait à même d'assumer la part métaphysique des mondes. Part métaphysique des mondes que, précise-t-il, les sciences sociales n'ont cessé de tenter d'annihiler. Pour le dire encore différemment, le projet d'une anthropologie ou d'une philosophie décoloniale consisterait à essayer d'assumer les transcendances, les au-delà de tout système de pensée. Repenser finalement chez nous, en particulier la critique du ciel. Et c'est en ce sens, et c'est une proposition très forte, moi que j'essaie d'accompagner, de comprendre et de travailler, qu'il affirme que la métaphysique est fondamentalement décoloniale. Précisément, cette pensée me semble importante parce qu'elle se construit aujourd'hui à un moment qui est dit postcolonial, en particulier en anthropologie, et qui équivaut à un moment non seulement de remise en cause, mais surtout à un moment de crise de l'altérité. À un moment où justement on pose plutôt la fin présumée d'une altérité partagée et dont la suspicion généralisée des situations d'appropriation culturelle est selon moi le symptôme. Et cette remise en cause de l'anthropologie, comme si toute anthropologie était coloniale, comme si toute anthropologie était un discours de soi sur l'autre, pourrait se résumer ainsi. Cette critique postcoloniale, elle consiste à faire qu'il s'agit de refuser la légitimité à toute personne de parler, de penser une situation identitaire qui ne serait pas partagée. Que cette situation identitaire soit liée à une identité de genre, de couleur, de religion, de sexualité ou de classe. Donc cette idée de non-partage participe pour moi d'un double appauvrissement de notre expérience du monde. D'abord du côté de la ressemblance, des ressemblances que nous partageons, et ensuite de l'altérité, constitutive de toute identité. Le moment donc postcolonial, dans sa critique légitime d'un universalisme aveugle des différences de traitement et des violences faites aux autres, tend donc à séparer les individus en voulant les protéger. Et la fin de l'altérité partagée conduit à une société de l'intérêt individuel dont la prétendue clairvoyance identitaire, qui est souvent éloignée du doute, provoque des replis identitaires propices à des communautés de l'indifférence au sein de nos sociétés libérales et démocratiques.
Alors je me demande dans quelle mesure, c'est une des hypothèses aussi que j'essaie de suivre, cette lutte culturelle et identitaire n'est pas en fait aussi le parent pauvre d'une lutte plus profonde qui, elle, est reléguée par un libéralisme généralisé et mondialisé aujourd'hui. Car la critique des appropriations culturelles, de ce point de vue-là, serait le résidu d'une lutte des classes devenue aujourd'hui inaudible et transformée en lutte de reconnaissance identitaire et culturelle. Le malaise dans la culture s'est posé comme malaise de la culture. Il est devenu aujourd'hui le malaise des cultures. La question dominante est culturelle, multiculturelle, et par écho, la science des cultures, l'anthropologie, devient difficilement audible. Alors je vais juste terminer cette présentation en évoquant, en faisant écho à la fois à la manière dont j'envisage l'anthropologie, et puis aussi en vous montrant quelques images d'une exposition. L'anthropologie, pour moi, j'aime la comparer souvent à une sorte d'état de rêverie qui renvoie justement l'anthropologue à la figure bon, bien sûr du voyageur, mais encore plus de l'errant, c'est-à-dire celui qui n'a pas de lieu ni domicile fixe, celui qui travaille un peu comme Debray à la rue, ni qui a d'objet propre à son histoire. Et finalement, c'est ce qui le conduit à s'inviter à la table de l'altérité, à la table des autres, au milieu de ce que j'appelle les restes du monde. Un voyage donc dont l'anthropologue fait profession, où la question de l'adoration et la dévoration des restes du monde m'a renvoyé aussi renvoie pour moi justement à cette idée de l'anthropologie et d'un art de la pensée lié à un art d'accommoder les restes, dont le musée d'ethnographie de Neuchâtel, un petit clin d'œil à la Suisse, avec lequel je travaille depuis un certain nombre d'années, Suisse, Empire sans colonie, a proposé en 2002 d'assumer la portée anthropophagique du geste et de l'appropriation muséale dans une exposition qui a été intitulée Le musée cannibale, et dont je vais simplement vous montrer quelques photos pour finir cette présentation. Donc, qui parle justement de l'anthropologie et des différents terrains de chasse de l'anthropologie, que j'ai décrit rapidement ici, et qui amène donc l'anthropologie à passer du geste de prédation à celui de la mise en caisse, à celui de la cuisine et de la mise en salle. Et donc toute cette trame a été du musée cannibale, de l'anthropologie anthropophagie, était l'objet de l'exposition. Là, c'est la mise en caisse, la mise en table, où on déballe avant de savoir ce qu'on va prendre des restes rapportés sur les terrains visités par les anthropologues. Restes conservés. Et puis, finalement, pour certains, sortis du frigo, de la congélation muséale, et mis sur des tables, et cuisinés différemment selon les traditions muséographiques propres aux différents pays occidentaux qui étaient représentés sur ces tables. Je pense que c'est la table du musée, c'est celle qui vient après, la table du musée d'ethnographie, voilà, qui avait fait elle-même sa propre exposition de soi. Voilà. Je voudrais remercier Octave. C'est toujours intéressant d'être lu par un anthropologue. Et donc, mais je pense que dans le travail de réflexion que j'ai fait dans le livre, qui, par sa
Alors, le livre, c'est un espace où on peut se permettre beaucoup de choses que l'exposition ne permet pas. Si je suis extrêmement intéressé par les expositions, parce qu'elles permettent à travers l'image et à travers l'organisation dans l'espace, comme la dernière image que tu nous as montrée est elle-même très parlante, le livre donne d'autres possibilités de ménager des complexités, des contradictions, des dérives. Et bon, j'ai été heureux en tout cas de voir que c'était sensible pour le lecteur. Bonjour tout le monde. Merci aussi pour... je voudrais demander, c'était intéressant, vous parlez de Gilberto Freire, vous passez à Viveiros de Castro et à la fin vous montrez cette exposition. Mais si vous pouvez dire un peu plus sur l'exposition, comment elle est conçue? Ce sont d'artistes indépendants et c'était en 2002, si j'ai compris par la fiche. Je n'ai pas compris trop de qui sont les œuvres ou comment la démarche de l'exposition, seulement pour clarification. Merci. Oui, je suis allé vite, trop vite peut-être, certainement même. Non, c'est simplement un musée enfin simplement, c'est un musée d'ethnographie qui est en Suisse, à Neuchâtel, et qui a plus de 100 ans d'histoire, et qui à un moment donné, donc assez tôt par rapport à d'autres musées d'ethnographie, s'est pas posé en ces termes-là, puisque à cette époque, 2002, c'était pas forcément les termes qu'on utilisait, la question de la décolonisation muséale, mais c'est à essayer justement de se questionner sur la légitimité et le sens que pouvait avoir justement une possession de collections qui ont été non seulement acquises dans des contextes coloniaux, mais qui viennent d'ailleurs. Et comment gérer cette présence ici de l'ailleurs de manière légitime, ou en tout cas essayer de la questionner. Et donc une des réponses, ça c'est une exposition temporaire, donc réalisée non pas par des artistes, mais qui a une visée esthétique certaine, hein, comme on l'a vu, donc par des ethnologues en fait, ou des conservateurs de musées ethnographiques, de se poser la question justement du rapport à l'altérité, et qui a été poussée dans cette image et dans cette idée que finalement... c'est vraiment un geste d'appropriation, et donc le pas de plus a été proposé pour dire que est-ce que finalement toute logique muséale, ethnographique en particulier, ne relève pas d'un geste bien plus que d'appropriation, mais même de dévoration, c'est-à-dire de cannibalisme, d'où le titre de l'exposition. Et puis cette exposition, elle proposait de visiter les différents modes de cannibalisme des différents grands musées européens d'ethnographie, chacun avec leur propre justement muséographie particulière, comme autant d'art d'accommoder les restes de l'altérité, et comme des formes d'appropriation assumées, en tout cas auxquelles le musée invite à passer à table et à partager justement le repas anthropologique, anthropophagique des autres. Et ça, c'est 2002 quand même. Voilà. C'est bizarre, cette mise en scène, si je peux appeler ça, m'a rappelé le banquet de Judith Chicago à Brooklyn Museum, mais d'une façon très, très, très différente. Mais c'est intéressant. Donc, est-ce que vous direz que c'était une critique institutionnelle, plutôt l'exposition de faire une critique institutionnelle des musées ethnographes envers? Et est-ce que vous savez, est-ce qu'il y a eu des réactions à cette exposition au moment? Comment est-ce que c'était reçu par un public plus vaste, plus grand, un public général, disons? Public général, je ne saurais pas... Si vous le savez, c'est une curiosité, mais... Ouais. Non, c'était dans l'histoire de ce musée d'ethnographie, qui est un musée d'ethnographie important pour le monde de l'anthropologie et de l'ethnographie, en Europe en particulier, mais pas seulement.
C'est un musée qui, à partir même des années 80, a justement, et c'est aussi une des manières dont il est regardé et appelé, essayer de pratiquer ce qu'ils ont appelé justement une muséographie de la rupture, c'est-à-dire une muséographie qui, en permanence, se questionne pas simplement sur les objets, mais autant sur les objets que sur le geste muséal lui-même. Et avec l'idée que justement on ne pouvait pas faire des musées ethnographiques qui soient simplement de la monstration ou de la juxtaposition d'objets, mais qu'il fallait essayer de raconter une histoire à partir des objets. Et tout ça part aussi du doute, hein. C'est aussi pour ça que je pense que ce lieu et cette exposition, elle est aussi, en tout cas pour moi, très intéressante. C'est que qu'est-ce que l'anthropologue, aussi brillant soit-il et savant, comprend des gens qui l'étudient? Bien sûr, quand on fait un livre et quand on fait aussi des conférences, il faut raconter qu'on a compris, et même on a vraiment compris, voire que les collègues ont mal compris, etc. Et finalement, voilà. Et tout ça s'inscrit dans un moment aussi de remise en cause, c'était ça l'idée, bien sûr des musées d'ethnographie, mais aussi de l'autorité ethnographique au tournant des années 80 et 90, où on ne peut plus considérer que l'anthropologue est celui qui comprend mieux les gens que les gens eux-mêmes et que tout le monde, mais que finalement l'anthropologie est peut-être un travail ou de traduction ou un travail d'écriture, et qui renvoie l'anthropologue davantage à un travail d'auteur qu'autre chose. Donc on part dans le récit en fait. Et ce musée-là a largement assumé l'idée qu'un musée et faire une exposition d'ethnographie, c'est raconter une histoire avec laquelle on sera d'accord ou pas d'accord. Est-ce que ça parle de qui? Ça parle autant, bien sûr, des gens qui étaient ou qui dépositaires des histoires initiales et des objets initialement, mais aussi tout autant, voire peut-être même plus, de ceux qui se les approprient et qui en font et qui racontent de nouvelles histoires avec. Bon, on est en plein dans ton sujet, en fait, dans le geste de la réappropriation contemporaine des œuvres de Debré aussi, de ce point de vue-là. Aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup de cette exposition, le musée Cannibale, mais dans les années 90-2000, ça a vraiment fait bouger les choses et fait vraiment avancer la réflexion sur ce qu'était le rôle des musées d'ethnographie. Donc ça a été vraiment le travail de Jacques Hénard, un travail très stimulant, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on n'en parle plus vraiment, alors que ça a été le début d'une nouvelle façon de travailler dans les musées. Et une façon de se dire aussi qu'il y avait des choses qui étaient sues, qu'on discutait, mais qui n'étaient pas ouvertement dites et partagées avec le public. Donc je pense que c'est important de mesurer l'impact qu'avait eu cette exposition et puis le travail de Jacques Hénard et toute l'équipe à l'époque. Très pionnier, vraiment. Voilà. Et moi, pour ma défense, ça fait 20 ans que je travaille avec eux, donc j'ai pas le recul. Voilà, je suis souvent sur place, donc je me rends pas compte de ça. Mais oui, bien sûr. Et là, en 84, une des grandes expositions phares aussi et manifestes a été celle qui s'est intitulée Objet prétexte, objet manipulé, qui là disait précisément pour le coup que voilà, tous ces objets, toutes ces collections ne sont que prétextuelles et que c'est le point de départ d'une écriture, d'une manipulation, d'une mise en scène, d'une scénographie qui va permettre de raconter de nouvelles histoires. Et donc, mais oui, certainement. Il faut dire que ça a été un coup de tonnerre, hein, les expositions de Hénard. C'était vraiment quelque chose qui a marqué une rupture. Je crois que c'est important, même si Octave, étant inscrit depuis longtemps dans l'institution, ne voit plus ce que ça a été à l'époque. Mais je souligne tout à fait votre remarque, le travail de muséographie et de réflexion épistémologique sur ce qu'est le musée par l'équipe de Jacques Hénard était très important à l'époque. Eh bien, alors, il ne me reste qu'à remercier. Merci à toi.
Octave, pour ces réflexions qui nous mettent en appétit.